dans la presse. La désinformation est d'autant plus accentuée sur les médias sociaux et justement, nous parlons de connectivité. Et je vous l'annonçais en titre, il y a encore beaucoup de zones au Sénégal qui n'ont toujours pas accès à Internet et à des services de communication téléphonique. Le Fonds de développement du service universel des télécommunications veut éliminer, sinon réduire de manière considérable les disparités. Le FD Sud inaugure demain un nouveau site de connectivité à Gourel Diatta dans la région de Tambacounda. Et la coordonnatrice Fatou Blondé Diop est notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, est-ce qu'on pourrait d'abord avoir une idée du nombre de Sénégalais qui, en 2025, n'ont toujours pas accès à Internet et à des services de communication téléphonique? En tout cas, en termes de localité, on parle de 1550 localités. Alors, nous ne sommes pas en zone urbaine, nous sommes plutôt en zone rurale reculée, avec beaucoup plus le concept de hameau que le concept même de village. Donc c'est par exemple vers Gourel Diatta, vers la commune de Koulor, on parle de 25 hameaux pour faire un village. Donc c'est assez disparate. Donc tout ça, quand même, quand on le mesure, ça fait autour de 5 millions de personnes quand même, qui sont dans ce qu'on appelle les zones blanches et donc dépourvues de toute connexion entre zones, ce qu'on appelle les zones blanches et zones grises, c'est-à-dire même s'il y a l'accès, c'est vraiment embryonnaire pour quelques populations, avec des fois des difficultés autour de l'énergie et aussi au niveau de la technologie qui est obsolète. Voilà. C'est ça. Et dans ce cas, quel rôle joue le FD Sud pour justement réduire, sinon éliminer la fracture numérique qui existe entre zones urbaines et zones rurales? Tout à fait. Donc, l'EF Sud, dans sa conception, est une émanation de l'Union internationale des télécommunications qui a été transposée au niveau de la CEDEAO et qui voudrait que, pour l'équité territoriale, toutes les zones soient connectées au même titre que toutes les zones devraient avoir de l'eau, de l'électricité, donc les besoins essentiels qu'on appelle le service universel. Donc, à ce titre, on demande aux opérateurs qui ne disposent pas, disons que, pour qui aller sur ces sites n'est pas rentable, puisque, comme je dis, c'est plutôt des hameaux dans des zones assez éloignées, de constituer un fonds. Ensuite, le ministère fait une roadmap, un plan de déploiement, sort un arrêté pour distinguer les zones, chaque année, le nombre de zones à connecter. Donc c'est un fonds qui, pour l'essentiel, aujourd'hui, est alimenté par les opérateurs de téléphonie, mais qui peuvent aussi bénéficier, voilà. Par exemple, il y a un projet, pour ne pas le nommer, le PAENS, c'est un financement de la Banque mondiale. On peut avoir aussi d'autres schémas de financement que nous sommes en train d'étudier avec les banques et le ministère des Finances, qui est la tutelle financière, à côté du ministère de la Communication que nous partageons, qui est la tutelle technique. C'est ça. Alors, demain, vous allez inaugurer plutôt un nouveau site connecté à Gourel Diatta dans la région de Tambacounda. Et justement, Tambacounda est considéré comme une zone blanche. Quelle est la réalité concrètement sur place? Donc, même plus précisément, on est dans la commune de Koulor et dans le département de Goudiri. Donc, cette partie, c'est la partie nord de Tambacounda, la partie qui donne un peu vers Matam et vers Bakel. Donc, on est vraiment à l'intérieur du pays. Donc, Tambacounda, en tant que tel, est connecté. C'est une grande ville. Et en plus, Tambacounda, moi, je dis souvent que ça doit être le cœur de notre zone, avec la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et la Gambie qui sont tout autour. Donc, c'est vraiment le cœur de l'activité. Donc, toutes ces localités qui sont autour et qui sont greffées autour de Tambacounda, il est très important de les connecter. Il est très important déjà de leur donner ce minimum de services universels. Disait l'eau, vous en entendez souvent parler, le ministre de l'Hydraulique est en tournée en ce moment. Il y a aussi le problème de l'énergie. Nous travaillons beaucoup avec mon collègue Jean-Michel Sen Laser. Nous travaillons avec Puma aussi qui est dans la zone frontalière. Et on a aussi des problématiques de sécurité sur ces zones-là. Voilà, donc tout ça, ça fait que ces zones extrêmement enclavées, il ne se passe pas un jour sans qu'on soit étonné qu'il y ait des trafics et qu'on entend que ces trafics se passent dans des zones qui ne sont pas des grandes villes.
parce qu'en fait, c'est des zones qui, au niveau sécurité, peuvent constituer des abris pour toutes sortes de trafics. Donc, en dehors du service public, il y a aussi cette notion de service de sécurité qui fait que on s'attelle à les connecter. C'est aussi pour pallier le déficit d'infrastructures routières, de déficit aussi du quantum horaire pour les élèves par l'éducation à distance. Oui, voilà, le déficit de la couverture médicale par de la télémédecine quand c'est possible, ne serait-ce que de l'aide au diagnostic pour les médecins. Et aussi l'administration territoriale. Nous avons pu avoir des exemples où, quand il y a eu des élections, il a fallu prendre les urnes et aller jusque vers d'autres zones pour donner les résultats au ministère de l'Intérieur. Donc tout cela, ça fait que ces zones, c'est vraiment du service public, ce n'est pas rentable, mais c'est l'équité territoriale qui exige que sur 5 ans, sur 10 ans, que toute cette zone, toutes ces zones, notamment vers le sud, vers le nord, vers Matam, et vers le centre du pays, que toutes ces localités soient connectées dignement. C'est ça. Et là, on parle de l'apport de ces initiatives que vous menez justement dans ces zones, puisque l'inclusion numérique inclut, bien entendu, le développement socio-économique dans ces localités. Voilà, parce qu'effectivement, tout à l'heure, quand je parlais de l'administration, de l'éducation, de la santé, on parle d'inclusion numérique. À côté de ça, il y a aussi la formation. Et vous savez, la population s'est déjà approprié les outils. Donc, il suffit de leur apporter les bons logiciels. Et ça fait partie aussi de nos missions de transmettre des fois des téléphones, des devices, des téléphones tout simplement, dans le cadre de projets bien encadrés. Et tout ça, ça fait que au niveau de ces populations, on développe de l'activité. Et les opérateurs qui, initialement, ont mis en fonds, peuvent, à travers le trafic, avoir un retour sur investissement certainement beaucoup plus lent, mais qui fait que, avec le temps, ça augmente et ces localités peuvent revivre et espérer un développement harmonieux, intégré, surtout que, comme vous le savez, on est dans le cadre du New Deal. Technologie qui a été lancée il y a quelques mois. Voilà, où l'État souhaite vraiment accélérer la modernisation du pays à travers la digitalisation. Et là, on est là-dessus avec Senem, avec d'autres entités du ministère, pour digitaliser le pays, connecter le pays, apporter des services, apporter de l'innovation. Après, bon, c'est bien de connecter le pays, de connecter ces zones, mais à moindre coût serait mieux. On sait que c'est vrai, c'est vrai. La notion de coût, la notion de qualité de service vont de pair avec la connectivité. Maintenant, dans notre écosystème, c'est plutôt le rôle de l'ARTP de veiller à la politique tarifaire, évidemment avec le ministère, vous avez vu, hein, en début quand le nouveau gouvernement est arrivé, ils ont pu négocier à la baisse avec les opérateurs, mais c'est plutôt le rôle de l'ARTP de négocier les tarifs, de vérifier les qualités de service et, on ne le souhaite pas, mais de sanctionner en cas de manquement. Pourquoi pas? Voilà. Et puisque l'on parle de finances, qui vous accompagne justement dans ces projets? Pour l'instant, c'est plutôt l'État du Sénégal qui perçoit la contribution des opérateurs, donc 0,75% de leur chiffre d'affaires hors interconnexion. Avec l'unicité des caisses, c'est le Trésor public qui, après arbitrage, donne au FDSUD, disons, l'essentiel de ses moyens. Mais à côté de ça, il y a un très grand projet qui est en gestation et qui a bien avancé, qu'on appelle le PAENS, qui va permettre aussi, dès 2026, de couvrir 300 localités, plus de 300 localités. Et à côté de ça, nous sommes en train d'étudier des financements alternatifs, puisqu'on nous demande tous d'innover. Et que c'est un domaine où quand même on peut trouver des modèles de financement. Donc évidemment toujours sous la tutelle financière du ministère des Finances, avec même les banques de la place, parce que vous avez vu quand on a levé les emprunts, il y a des ressources au Sénégal. C'est juste de croire au pays. De croire au Djoub Djoubal Djoubanti, qui veut dire dans ce cadre-là un usage
voilà, efficient et, disons, propre des fonds qui feront que les investisseurs sénégalais font confiance et peuvent nous accompagner. Et nous avons de très, très bons espoirs quant à cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Fatou Blondin Diop. On rappelle que le rendez-vous, c'est demain. C'est demain, donc avec le ministre, M. Aliou Sall, qui sera des nôtres, le DG de la RTP, la Sonatel, et bien d'autres partenaires, évidemment avec les autorités administratives de la région et du département. C'est ça. Et vous êtes la coordonnatrice du FDSUT, le Fonds de développement du service universel des télécommunications. Former plus de 15 000 jeunes d'ici 2028, c'est l'objectif que s'est fixé l'INPG. L'Institut national du pétrole et du gaz veut profiler les jeunes dans le cadre de la prise en charge du contenu local. Invité ce soir du magazine Le Point, le directeur général de l'INPG, Dr Fall Mbaye, fixe